Dans ce monde, nous sommes tous à la recherche d'expériences de vie. Le problème, c'est qu'il nous faut de l'argent pour financer ces expériences. Moi, c'est Cédric Froment. Froment comme le blé, l'argent ou comme le spéculateur libre. Je trade et j'investis sur les marchés financiers depuis plus de 15 ans. Dans ce podcast, qui est souvent adapté d'une vidéo de ma chaîne YouTube, vous découvrirez les comportements qui font que les riches sont riches. Allez, comme chaque semaine, on débute cette vidéo avec le Trader Mindset et on va parler de comment jouer sa plus grosse carte en toute sécurité. Vous allez voir qu'on va parler de 3 éléments qu'ont en commun les personnes qui génèrent des accidents positifs à répétition dans leur vie et on va s'inspirer d'une petite histoire très rigolote de Fabien Olicard. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Fabien Olicard, c'est un mentaliste et au cours de l'histoire que je vais vous présenter, de la stratégie qu'il a mise en place, il voulait tout simplement autofinancer sa propre représentation à l'Olympia. Donc soyez très attentifs à ce qui va suivre parce que tout simplement ce qu'il a mis en place, ça mérite le détour. De mon point de vue, cet homme aurait fait un grand trader tant sa maîtrise du risque et son exposition aux accidents positifs, eh bien c'est parfaitement calibré, vous allez voir ça. Donc c'est parti. Donc si un jour vous voulez financer vous-même votre propre spectacle à l'Olympia, sachez que ça vous coûtera très cher, ça va vous coûter un bon gros billet. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils n'ont pas eu de personnes qui se sont mis en autoproduction depuis 1985. Mais récemment, notre trader mentaliste constata qu'il avait pile poil la somme sur le compte de son entreprise pour financer sa propre représentation à l'Olympia. Il se rendit donc sur place pour convaincre les gérants de lui laisser une date à disposition. Mais lui, en réalité, il ne savait pas s'il s'agissait d'une bonne idée ou pas. Il savait pas s'il allait faire une grosse bêtise. Donc, comme il ne savait pas s'il allait réussir, c'est-à-dire à au moins vendre le nombre de places nécessaires pour couvrir son pari, c'est-à-dire être neutre. On appelle ça neutraliser un pari. On investit la somme et on espère au moins récupérer juste la somme qu'on a investie. On couvre son pari, on neutralise sa position. Lui, il ne savait pas s'il allait pouvoir juste être neutre. Donc tout ce qu'il savait, de son point de vue, c'est que l'argent qu'il était prêt à perdre sur cet événement ne changerait strictement rien à sa vie. C'est-à-dire que voilà, c'était de l'argent qu'il avait sur le compte de son entreprise, que ça parte en dépenses, en impôts ou en dîner au restaurant, c'est pas ça qui va changer grand-chose. Donc il s'est dit, ok, le risque est connu à l'avance et il n'y aura pas de gros impact sur ma vie. Donc il avait bien calibré son risque à l'avance, c'était ce qu'on appelle un risque calculé. Et comment est-ce qu'on sait si un risque est correctement calibré? Il faut tout simplement que émotionnellement on soit aligné avec la perte potentielle. Donc, définir un risque de perte acceptable, ça c'est le premier élément vital quand on prend un pari spéculatif. Quelle que soit la thématique de sa vie, il faut qu'on accepte la perte. Il y a toujours une perte potentielle derrière chaque acte, chaque mouvement, chaque pari, il y a une perte. Il faut que vous soyez OK avec cette perte. Deuxième élément. Est-ce que le trade est facilement neutralisable? Dit autrement, peut-on finir juste sans perte? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, si on renouvelle un grand nombre de fois ce pari, est-ce que on va être en mesure de, la plupart du temps, au moins neutraliser et finir sans perte ni gain? Et enfin, troisième élément, est-ce que en faisant ce pari, on a véritablement un gros potentiel de rentabilité derrière? Il faut vraiment que ces 3 éléments, donc un risque connu, donc une perte dont on a déjà fait le deuil à l'avance, quelque chose, un pari qui soit très facilement neutralisable, c'est-à-dire au moins sans perte si on le fait de nombreuses fois. Et troisième élément, qu'il nous expose à un accident positif de richesse si on parle d'argent. Donc sans avoir une vision claire sur ces 3 éléments, tout pari, ça reste du casino. Donc voici comment Fabien Olicard s'y est pris afin d'obtenir les 2 informations complémentaires qui lui manquaient, puisque la première, c'était clair et net, il était prêt à risquer la somme qui était sur le compte de son entreprise. Donc, il a là rencontré les directeurs de l'Olympia, dont le métier et l'expertise était justement de savoir ce qui allait marcher ou pas. Et chose curieuse, ils lui proposèrent tout de suite une coproduction. Alors,
En gros, c'était une location qui était moins chère, donc une location de la salle moins chère. Et ensuite, en contrepartie, eh bien, il faisait 50-50 sur les recettes, ce qui au final, eh bien, ça divisait le risque par 5 du mentaliste. C'est-à-dire qu'il avait 5 fois moins d'argent à investir. Et ce qu'il faut comprendre derrière cette proposition, c'est que les directeurs ne voyaient pas là un simple événement flat, c'est-à-dire sans perte ni gain. Ils y voyaient un événement largement rentable et ils voulaient récupérer une part du gâteau. De par leur expérience, ils savaient qu'il y avait de très fortes probabilités que cet événement soit un gros succès. Mais rappelez-vous, pour le mentaliste, la variable de la taille de la perte n'était plus une problématique. Ce qu'il cherchait à savoir, c'est s'il allait être break-even, et mieux encore, donc break-even sans perte, et mieux encore s'il existait une potentialité d'accident positif de richesse, c'est-à-dire de véritable rentabilité sur cet événement. C'est donc suite à la proposition financière des deux directeurs qu'il obtint sa réponse. Il était super heureux de refuser Il était super heureux de refuser la proposition de coproduction et de prendre ce trade seul et confiant. Et c'est exactement avec ces 3 éléments fondamentaux qu'un trader aborde chacun de ses paris. 1. En établissant un risque de perte en capital avec lequel il est confortable, c'est-à-dire avec de l'argent dont il a déjà fait le deuil avant même d'avoir exécuté la transaction. Deuxième élément vital, savoir que son pari a une grande probabilité de finir à l'équilibre, sans perte ni gain. Troisième élément vital, savoir que son pari peut se transformer en accident positif de richesse. Donc il faut savoir que Fabien Olicard, c'est pas un trader, mais il est très habitué à ce genre de trade dans sa propre thématique d'entrepreneur, mentaliste, auteur et j'imagine qu'il fera de nombreuses belles choses vu la créativité de son cerveau. Eh bien, lui, il est vraiment habitué à ce genre de trade puisqu'il fit exactement le même genre d'opération pour un de ses livres. Alors, il faut savoir que ce livre, ça a été un best-seller grâce à la promotion qu'il mena en étant seul auprès de son énorme communauté sur YouTube. Donc si vous allez voir sa chaîne sur YouTube, il a presque 1 million de followers. Donc quand on a 1 million de followers et qu'on est un petit peu malin, effectivement, il y a de fortes chances pour qu'on finisse avec un best-seller si on s'y prend bien pour faire sa propre promotion. Il faut savoir que quand on écrit un livre, c'est pas les maisons d'édition qui vont charger de faire la promotion pour vous. Donc c'est pour cette raison que dans la plupart des cas, les maisons d'édition constatent que les ventes de leurs livres sont très très faibles parce que les auteurs ne se chargent pas de la promotion, ils ne sont pas forcément très connus, ils n'ont pas la fibre du marketing et de la communication et la maison d'édition ne prend pas en charge ce genre de choses. Donc, le deal qu'il avait mis en place, c'était d'endosser toutes les pertes potentielles à la place de la maison d'édition si le livre ne se vendait pas. Donc, je me souviens plus exactement de ce qu'il en était, mais en gros, voilà, jusqu'à 10 ou 15 000 livres vendus, ce qui est déjà un très beau score. Voilà, vous gardez toutes les recettes. Moi, je ne touche rien. Donc, en gros, votre risque, il est très très faible. Par contre, au-delà de 15 ou 20 000 livres vendus, chose qui est complètement improbable aux yeux d'une maison d'édition, puisque c'est des événements qui sont extrêmement rares, on peut considérer que le livre entre dans la catégorie best-seller, mais à partir de ce moment-là, Fabien Olicard, lui, s'était attribué un gros pourcentage de droits d'auteur. Donc en gros, il n'avait pas de droits d'auteur, sauf si il transformait son livre en best-seller. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, son livre a été un énorme best-seller, je crois qu'il s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires. Donc, il a vraiment empoché gros là-dessus. Et vous voyez qu'il a respecté encore une fois la trame de ces 3 éléments. Un premier élément, il était prêt à endosser, entre guillemets, une perte. C'était plus une perte en temps qu'autre chose, c'est-à-dire écrire un livre dont il va perdre son temps tout simplement pour l'écrire, l'envoyer à la maison d'édition, que cette maison d'édition, je sais pas moi, le corrige, etc. Deuxième point, il va, mis à part
la rentabilité qu'il aurait pu tirer des 5000 ou 10 000 premiers exemplaires, dont il s'est dit voilà, je ne tirerai aucune rentabilité, c'est la maison d'édition qui prend le risque entre guillemets, mais elle a de fortes chances d'être flat. Donc il s'est mis à la place de la maison d'édition et il s'est dit je veux que, vu qu'elle prend le risque avec moi d'éditer ce livre, je veux qu'elle au moins elle soit flat. Donc sans perte ni gain. Donc deuxième élément du pari respecté. Troisième élément, il a une super chaîne YouTube, il fait du bon marketing, de la bonne communication. Il sait que potentiellement ça peut se vendre à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Et donc là, il négocie avec la maison d'édition un gros pourcentage de droits d'auteur. Boum, accident positif de richesse. Si vous respectez vraiment ces trois éléments à chaque fois que vous mettez en place eh bien des routines ou des tâches, des travails, des missions, des choses à accomplir, eh bien forcément dans votre vie, il y aura des accidents positifs qui vont se manifester dans tous les sens. Et d'ailleurs, en bourse, c'est exactement de la même manière que l'on s'y prend. La bourse, c'est un autre terrain de jeu, mais c'est un super terrain de jeu pour réaliser ce genre de prouesse. Parce qu'il y a juste besoin de s'intéresser à des graphiques boursiers, à mettre une routine de 30 minutes chaque jour voilà, sur son ordinateur portable, où qu'on soit dans le monde. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, j'ai créé une séquence d'emails sur le trading de news. Donc pour vous inscrire à cette séquence d'emails, le lien est en description de la vidéo que vous êtes en train de regarder maintenant. Donc cette séquence email, en réalité, c'est voilà, pendant 2 semaines, vous allez régulièrement recevoir un email sur votre boîte email et vous aurez des exercices corrigés, des cas pratiques et des éléments vraiment qui vont vous permettre de progresser vis-à-vis de ce qu'on appelle les trades de news. Alors pourquoi les trades de news? Tout simplement car ils réunissent systématiquement les 3 éléments que Fabien Olicard utilise lui-même pour accumuler des accidents positifs dans sa vie, sauf que ces éléments, ils sont rapportés à la bourse. Donc faites bon usage de cette petite séquence email qui va vous éduquer, vous permettre de comprendre un petit peu comment reproduire ce schéma, mais en l'appliquant sur les marchés financiers. Et puis on se retrouve juste derrière. Le lien, je vous rappelle, pour vous inscrire à cette séquence email est en description de cette vidéo. Dernière info avant de nous quitter, tous les liens dont j'ai parlé dans cette version podcast figurent dans le descriptif. À la prochaine.